Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle semaine d'actualité. Voici les titres de ce journal. Alexa, bientôt au Liban. La première tempête de la saison vient d'Europe de l'Est et de Russie. Il faut s'attendre à de la pluie, de la neige et une chute considérable des températures. Le gouvernement libanais va verser sa contribution au tribunal spécial pour le Liban en plusieurs tranches, faute de quoi le procès Hariri ne pourra pas s'ouvrir comme prévu le 13 janvier prochain. Le monde est littéralement en train d'arriver en Afrique du Sud pour rendre hommage à Nelson Mandela. Le pays se prépare à la gigantesque cérémonie demain au stade de Soweto. Et à suivre également dans ce journal, opération Sangaris en Centrafrique. Les troupes françaises entament le désarmement des milices. La France prévient que la période d'impunité est terminée. Un froid de canard s'est déjà emparé de Beyrouth ce lundi, quelques jours avant l'arrivée prévue d'Alexa, la première tempête de neige de la saison qui vient d'Europe et de l'Est et de Russie. Les baisses de température qui ont eu lieu ces derniers jours ne sont donc qu'un avant-goût, car selon les prévisions météo, la force de la tempête augmente à mesure qu'elle s'approche du Liban. Il faut donc s'attendre à des tempêtes, des averses et de la neige. Des chutes de neige sont prévues à partir de 800 mètres d'altitude. Les forces de sécurité intérieure ont pris toutes les mesures préventives pour régler notamment les problèmes d'embouteillage. Ils devraient par exemple empêcher le passage des véhicules sur les routes rendues dangereuses par les conditions météo. Outre les réfugiés syriens dont certains vivent dans des conditions très précaires dans la Bekaa, les agriculteurs devraient eux aussi être particulièrement touchés par cette tempête. Et puis, 5 jours après les pluies diluviennes qui ont paralysé la circulation pendant plusieurs heures dans la plupart des régions libanaises, le ministre sortant des Transports publics s'explique. Razil Haridi a présenté ses excuses personnelles et officielles suite au chaos causé par ces inondations. S'il a affirmé que son ministère assume ses responsabilités, il a également accusé le ministère des Finances d'avoir refusé de financer des projets approuvés par le gouvernement en 2012, soit avant sa démission. Mohamed Safadi, le ministre des Finances, n'a pas tardé à réagir, rejetant les accusations de son collègue. Le gouvernement libanais va verser sa contribution au tribunal spécial pour le Liban en plusieurs tranches. C'est ce qu'a affirmé Najib Miati au quotidien As-Safir. Le Premier ministre sortant avait assuré à Ban Ki-moon lors de leur dernière rencontre que même démissionnaire, son gouvernement s'acquitterait de sa dette envers l'institution judiciaire. La part du Liban s'élève à 49% du budget total du fonctionnement du TSL. Le procès dans l'assassinat de Rafi Hariri doit s'ouvrir le 13 janvier, mais n'aura pas lieu si le pays du Cèdre n'a pas versé sa part d'ici là. Un mot à présent sur l'enquête dans le double attentat, suicide contre l'ambassade d'Iran à Beyrouth le mois dernier. Selon le quotidien libanais Al-Akhbar, un nouveau suspect aurait servi d'intermédiaire entre les kamikazes et les planificateurs. Le suspect en question aurait 24 ans et serait originaire du camp de réfugiés palestiniens de Ain el-Halweh. Connu sous le nom de Cher Baha, il serait proche de Cher Selajeddin Zulaikat, le chef des brigades Abdallah Azam, un groupe extrémiste lié à Al-Qaïda et qui a revendiqué l'attaque meurtrière du 19 novembre dernier. Quelques jours plus tard, l'armée avait affirmé avoir réussi à identifier les deux kamikazes, un Libanais originaire de Saïda et un Palestinien. Les deux seraient proches du cher salafiste Ahmed el-Assir et auraient combattu en Syrie contre les forces de Bachar el-Assad. Le chef de l'opposition syrienne va se rendre en Russie, allié du président Bachar el-Assad. Ahmad Jarba dit avoir reçu et accepté une invitation de Sergei Lavrov. Objectif de cette visite, convaincre les responsables russes que leur intérêt est d'être avec le peuple syrien et non avec le régime. Aucune date n'a pour l'instant été fixée pour cette visite. Ahmad Jarba n'a pas non plus précisé si elle aurait lieu avant ou après la conférence de paix de Genève fixée au 22 janvier. Et puis justement, en ce qui concerne Genève 2, Laurent Fabius estime qu'il est difficile pour l'heure d'imaginer un débouché positif rapide, car la conférence de paix ne se présente pas dans les meilleures conditions. Le chef de la diplomatie française a rappelé que l'objectif de cette réunion est d'obtenir un accord entre les autorités syriennes et l'opposition pour mettre sur pied un gouvernement de transition doté de tous les pouvoirs exécutifs. En Irak, le bilan meurtrier du mois de décembre ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui encore, 11 personnes au moins ont été tuées au nord de Bagdad dans l'explosion d'une voiture piégée près d'un café. L'explosion s'est produite à Bohrouz, au sud de Bakouba, et a également fait 22 blessés.
Des dizaines de cafés ont déjà été visés par des attentats depuis le début de l'année à travers le pays. Les activistes n'hésitent plus à frapper des lieux fréquentés comme les marchés et même les mosquées, malgré les efforts des forces de l'ordre. Les attaques ont fait plus de 6300 morts depuis le début de 2013, un niveau de violence similaire à celui de 2008, quand l'Irak sortait à peine d'une guerre confessionnelle meurtrière. Dans un instant, les 20 Français dernières victimes de la contrefaçon chinoise, les détails en fin de journal. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Le monde est littéralement en train d'arriver en Afrique du Sud pour rendre hommage à Nelson Mandela, décédé jeudi dernier à l'âge de 95 ans. « 91 chefs d'État et de gouvernement en exercice, 10 anciens dirigeants, 86 têtes de délégation et 75 figures éminentes. Voilà en quelques chiffres les personnalités attendues dès ce lundi en Afrique du Sud. Les 7 jours de deuil national ont débuté hier et ils sont toujours des milliers d'anonymes à venir se recueillir en prières et en chansons devant la maison de Madiba, Johannesburg. L'Afrique du Sud se prépare à la gigantesque cérémonie d'hommage de demain. Elle se déroulera au Soccer City de Soweto dans la banlieue de Johannesburg. Ceux qui veulent assister à la cérémonie vont devoir se lever très tôt pour pouvoir accéder à l'une des 90 000 places de l'enceinte. La police de la ville est entièrement mobilisée. Après la cérémonie de demain, le corps du héros de la lutte anti-apartheid sera exposé 3 jours au siège du gouvernement à Pretoria. Il sera finalement inhumé dimanche à Kounou, dans la province du Cap-Oriental, sur la terre de ses ancêtres. Début du désarmement des groupes de miliciens par les soldats français déployés dans Bangui, la capitale de la Centrafrique. Un désarmement qui se passe plutôt bien selon l'état-major des armées. L'opération a été annoncée hier par le ministre français de la Défense qui a prévenu que la période d'impunité est terminée. On écoute Jean-Yves Le Drian. Les missions, je les ai indiquées, sont au nombre de 3. Pour y aboutir, il faut des armes. Alors là, ça a commencé. Ça commence demain matin. Ça veut dire, pour l'instant, je vais y venir. Pour l'instant, nous avons patrouillé, montré que nous sommes là, de manière forte et accueillis comme tels, pour montrer à tous ces groupes organisés plus ou moins, ces groupes qui sont soit en ville, soit dans la forêt, que la période d'impunité était terminée et qu'on rentrait dans une phase nouvelle diligentée par la communauté internationale. Donc nous allons commencer à désarmer. Ça veut dire qu'on pose les armes, que tout le monde pose les armes. Mais on demande, concrètement, comment ça se passe ? Concrètement, on demande de poser les armes. Et si vous ne posez pas les armes, on utilise la force pour vous les faire poser. De son côté, le président de la République centrafricaine accuse les hommes armés fidèles au président déchu, François Bozizé, d'être responsables de la flambée de violence dans son pays. Selon lui, les troupes françaises sont dans le pays uniquement pour aider à rétablir l'ordre constitutionnel. On l'écoute. La seule chose qui a changé dans tout ça, c'est qu'on a écourté la durée de la transition. Au lieu de 2015, c'est vers la fin de 2014. Si toutes les conditions sont réunies, évidemment. La France est claire à ce sujet. Elle ne vient pas pour remplacer qui que ce soit, elle ne vient pas pour perturber la transition, mais elle vient pour soutenir ce processus qui est déjà en place. Pour que d'ici peu de temps, qu'il y ait un ordre constitutionnel en Centrafrique. Voilà. Direction l'Ukraine à présent, où le froid et la neige n'ont pas entamé la détermination des manifestants à Kiev. Par moins 4 degrés, ce lundi, ils continuent à bloquer l'accès à la présidence, au gouvernement et au Parlement. Encerclés par les forces de police, ils s'attendent à un assaut à tout moment. Hier, des centaines de milliers de personnes sont venues réclamer la démission du président Viktor Yanukovych au centre de la capitale ukrainienne. Les manifestants ont même renversé une statue de Lénine, symbole de la domination de Moscou sur l'Ukraine à l'époque soviétique. Ils reprochent aux autorités d'avoir tourné le dos à l'Union européenne au profit de la Russie. En bref, dans le reste de l'actualité de ce lundi, en Thaïlande d'abord, la Première ministre annonce la dissolution du Parlement et l'organisation de nouvelles élections générales. Une décision qui ne suffit pas aux manifestants, ils sont 100 000 de nouveau dans les rues de Bangkok. Après des manifestations massives de l'opposition depuis des semaines, leur meneur Suthep Thaugsupan semble en position de force. Il souhaite la mise en place d'un conseil du peuple non élu, une revendication critiquée pour sa nature non démocratique. La Corée du Nord a diffusé ces photos de l'oncle du dirigeant, extirpé de sa chaise par la police lors d'une réunion.
Des images peu communes qui montrent la soudaineté de la chute de Yang Song-taek, considéré comme le numéro 2 du régime. Selon Pyongyang, il a été démis pour avoir commis des actes criminels et dirigé une faction contre-révolutionnaire, sans plus de détails. Et puis à 6 mois de la Coupe du Monde de football au Brésil, des images de bagarres en plein stade font tache à Santa Catarina, dans le sud du pays. Des supporters se sont violemment affrontés peu après le début d'un match de championnat. Au moins 3 personnes ont été grièvement blessées. L'intervention de la police anti-émeute a tardé car elle n'était pas déployée dans le stade, mais seulement à l'extérieur. C'est une société privée qui était chargée de la sécurité dans les tribunes. Après les sacs à main, les parfums ou encore les ordinateurs portables, la dernière victime de la contrefaçon chinoise est le vin français. Le procédé est facile, la supercherie quasi indétectable de la part des consommateurs novices. Il n'existe pas de chiffre officiel sur la contrefaçon du vin en Chine, mais certains experts avancent que jusqu'à 40% des vins importés seraient des faux. Contrefaçon d'étiquettes ou encore mauvais vin mis en bouteille dans d'authentiques bouteilles vides vendues sur le marché noir. Si la contrefaçon ne touche que les bouteilles les plus chères et les plus rares, la menace est prise très au sérieux par les différents acteurs du secteur, viticulteurs en tête. L'INAO, l'Institut national des appellations d'origine, traite ainsi chaque année quelques 300 dossiers viticoles de contrefaçon, dont un peu plus d'un quart en provenance de Chine. Donc nous vérifions les conditions de production, les fraudes éventuelles qui peuvent se produire, les imitations et les contrefaçons. Pourquoi? Parce que ça représente des intérêts économiques importants et nous voulons garder une qualité au vin la plus haute possible en fonction des appellations d'origine. Donc on voit l'imitation ici d'un château très connu, voilà, avec même les dorures ici, la décoration qui est du premier coup on reconnaît à qui on a affaire. Et alors ici c'est du muoton Rachsenses, c'est difficilement prononçable, et c'est dans ces cas-là, et bien ici, donc cette imitation, eh bien on avait du vin de Bordeaux, mais c'est une imitation donc vendue, ce cas-là c'était vendu en Chine, et on fait l'analyse du verre, ici on voit le prélèvement que nous avons fait, petit trou, pour avoir de la poussière de verre, pouvoir l'analyser et vérifier d'où venait le verre, et le verre est verre qui n'est pas fait en Europe. Donc le vin a été mis en bouteille et étiqueté ailleurs que en Europe. Nous on a ces systèmes-là qui fait que les personnes prennent leur téléphone, scannent le QR code et vérifient que la bouteille est authentique. Et en même temps, ils ont une fiche technique, des conseils de consommation, ils ont tout un lien et tout un discours, un lien avec nous qui leur permettant de leur expliquer le vin. Donc ça les rassure et ça permet de sécuriser l'achat pour le client. Gardez les yeux ouverts si vous achetez du vin français pour les fêtes de fin d'année. C'est la fin de ce journal. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Alexa, bientôt au Liban. La première tempête de la saison vient d'Europe de l'Est et de Russie. Il faut s'attendre à de la pluie, de la neige et une chute considérable des températures. Le gouvernement libanais va verser sa contribution au tribunal spécial pour le Liban en plusieurs tranches. Faute de paiement, le procès Hariri ne pourra pas s'ouvrir comme prévu le 13 janvier prochain. Le monde est littéralement en train d'arriver en Afrique du Sud pour rendre hommage à Nelson Mandela. Le pays se prépare à la gigantesque cérémonie demain au stade de Soweto. Et puis opération Sangaris en Centrafrique, les troupes françaises entament le désarmement des milices. La France prévient que la période d'impunité est terminée. Merci de votre attention, retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bonne soirée.